Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour notre part, nous allons prendre un petit pas de recul par rapport à ce que Anna a avancé, puisque nous allons aborder davantage la question de la vulnérabilité de certains types de travailleurs. Et nous allons donc nous intéresser à deux types de relations contractuelles, qui sont les travailleurs de plateforme et les contrats de franchise. Et nous allons tenter de voir de quelle manière, au fond, il existe de la même manière un rapport de force dont on réclame un plus grand équilibre. Alors, à l'été 2020, Uber et Lyft subissaient évidemment les assauts des législateurs californiens pour requalifier donc ces travailleurs de plateforme en travailleurs salariés. Et la presse avait rapporté à ce moment-là qu'ils avaient un projet au fond de transformer leurs travailleurs en franchisés en leur concédant des licences de marque. Merci de changer le diapo. Oui, voilà. Alors, la question qu'on s'est posée, mais qu'est-ce qu'ont en commun ces deux types de modèles? A priori, ils paraissent très différents l'un de l'autre, mais théoriquement, ils se situent l'un comme l'autre à l'extrémité du continuum de la dépendance. Ces deux organisations, bien que perturbatrices du travail et du marché du travail, ont connu un grand succès, que ce soit les franchises ou les travailleurs de plateforme, ces deux types d'organisation du travail qui sont un succès. L'autre volet, c'est que ces deux types de contrats constituent une fissure radicale, puisque ce qu'on observe, que ce soit la franchise ou les travailleurs de plateforme, l'idée n'est pas de sous-traiter et de mettre l'accent au fond sur notre core business, autrement dit sur le cœur central de nos affaires, mais davantage d'utiliser une entreprise mère qui elle-même va faire travailler des entreprises satellites indépendantes qui fournissent des services uniformes. Ces services uniformes sont coordonnés par l'entreprise mère, laquelle va apprécier l'esprit d'entreprise de ces travailleurs, bien que leur liberté soit relativement contrainte. Et en outre, ces relations contractuelles sont établies à l'intérieur de contrats types, des contrats qu'on qualifie de clés en main. Et les technologies de l'information vont souvent favoriser l'uniformisation de ces pratiques. Dernier point, aussi dernière caractéristique, c'est que la majorité du temps, ce sont des travailleurs vulnérables. On observe que la plupart du temps, ce sont des travailleurs, et en particulier pour les franchises, et on mettra l'accent sur les petites franchises, des travailleurs qui sont issus de l'immigration. Ce sont aussi des travailleurs qui ne sont pas considérés comme des employés par l'entreprise principale. Ils peuvent faire l'expérience d'une grande autonomie, mais aussi d'une subordination intense. Et finalement, la plupart du temps, ils effectuent le travail de façon personnelle. Alors, en bonne juriste du travail, notre question était, est-ce que ces travailleurs devraient-ils être protégés par le droit du travail? Alors, on est parti de l'idée que le droit du travail a comme objectif principal de protéger les travailleurs. Et la question devient donc, est-ce que ces travailleurs ont besoin de protection du droit du travail? Sont-ils engagés dans une relation de travail qui les rend vulnérables? La réponse peut vous apparaître évidente, mais il nous paraît important de comprendre l'étendue de la vulnérabilité et d'où vient la vulnérabilité des travailleurs pour pouvoir, dans un deuxième temps, juger des différentes réglementations, voir si elles s'occupent réellement du problème de leur vulnérabilité. Alors, de façon classique en droit du travail, on évalue la vulnérabilité comme provenant de la subordination des travailleurs et de leur dépendance sociale, psychologique et économique mise en place par le contrat de travail. Mais nous pensons qu'il vaut mieux élargir l'analyse et réaliser l'étendue de la vulnérabilité des travailleurs en regardant le contexte général des franchises et des plateformes du travail. Alors, c'est pour ça que nous sommes tournés vers la théorie relationnelle des contrats de Ian McNeill afin de disposer d'une théorie qui est capable d'appréhender tout le contexte de la relation où le plus grand pouvoir politique, juridique
institutionnelle et socio-économique des entreprises mères accentue les vulnérabilités des travailleurs indépendants et franchisés. Notre idée, c'est qu'une approche est nécessaire pour être fidèle à l'objectif du droit du travail et son approche réaliste. Et aussi parce que souvent, la réponse est de concevoir un régime sur mesure pour les travailleurs d'Uber ou de d'autres plateformes ou de franchises, avec seulement 2, 3 protections du travail, du droit du travail, comme si ces travailleurs n'avaient que besoin d'une protection partielle. Alors, notre question de recherche est la suivante. Enfin, on en a deux. Premièrement, que nous enseigne la théorie relationnelle des contrats combinée à l'analyse classique à l'égard de la vulnérabilité des travailleurs? Et deuxièmement, en quoi est-ce que ces formes de vulnérabilité requièrent la protection du droit du travail? Alors, tout d'abord, nous avons procédé en 2 temps. Nous avons examiné ces formes organisationnelles sous l'analyse classique juridique, donc en examinant le caractère de l'exécution personnelle, le lien de subordination juridique, mais aussi la dépendance économique. Je ne rentrerai pas dans cette analyse parce que c'est clair qu'au terme de cette analyse-là, lorsqu'on crible les différentes formes organisationnelles, on arrive déjà à la conclusion qu'il pourrait très certainement s'agir de salariés. Donc, nous allons pousser plus loin, donc approfondir les formes de vulnérabilité qui émergent de ces contrats avec la théorie relationnelle des contrats, et nous avons divisé notre analyse en 2 points. Moi, j'examinerai donc le premier point qui consiste à comment l'entreprise mère, donc à la tête des réseaux, de la franchise ou des plateformes numériques, ont le pouvoir de façonner le cadre régulatoire qui les régit et de s'invisibiliser comme employeur afin de limiter sévèrement la capacité de ces travailleurs de pouvoir agir en justice. Puis Isabelle interviendra donc sur l'aspect plus économique. Alors, premier point donc sur l'aspect de l'influence politique. Les entreprises cherchent généralement à capturer la réglementation qui leur est applicable de façon à la modeler, à épouser souvent leur modèle d'affaires. J'aurai l'occasion d'évoquer ce point-là. On a fait une analyse avec Lucie Morissette justement sur cette capacité dans le cas de Uber, c'est très clair, mais aussi à l'égard des franchises. On voit que l'association, par exemple, des franchiseurs fait véritablement du lobbying, au fond, pour notamment éviter la qualification de joint employer, notamment pour assumer les responsabilités à la fois comme franchiseur, mais aussi comme franchisé. Les entreprises cherchent aussi à dicter la réglementation, donc ça je l'ai évoqué aussi à travers le lobbying politique, et la société de plateforme agit comme un entrepreneur réglementaire pour influer, sinon dicter la réglementation qui devrait leur convenir au mieux. Le deuxième point, c'est qu'ils agissent aussi comme des employeurs invisibles. La nature contractuelle, enfin, la relation contractuelle qui les unit est régie par un maillage contractuel relativement complexe dans lequel, au fond, il y a ce désir, au fond, de rendre invisible l'employeur. Donc, le pouvoir de direction hiérarchique est dissimulé à travers différentes clauses contractuelles, mais aussi parfois même par l'utilisation, par exemple, de la gestion algorithmique ou tout simplement de logiciels de gestion qui se font entre les franchiseurs et les franchisés, qui créent un contrôle, mais quelque part un contrôle administratif. Et finalement, en limitant l'accès à la justice. La majorité des contrats de franchise sont assortis de clauses d'arbitrage, et même chose, on l'a vu notamment malheureusement dans l'affaire LR, mais des clauses d'arbitrage sont aussi présentes entre les travailleurs de plateformes et les plateformes numériques. Donc le deuxième volet, Isabelle? Oui. Alors, deuxièmement, au niveau du contexte socio-économique de ces relations, on voit comment les défaillances du marché offrent aux entreprises la possibilité d'utiliser leur pouvoir de manière arbitraire. Alors, premièrement, les travailleurs ont moins d'options sur un marché que les entreprises franchisées ou les plateformes numériques. C'est une évidence, les travailleurs ne bénéficient pas autant de mobilité que le capital, mais c'est encore plus fort quand on regarde le gain
par exemple, que des travailleurs de plateforme ont réussi à avoir, la plateforme Foodora, ont réussi à avoir en Ontario, en faisant reconnaître leur statut de salarié, Réaction de Foodora se retire du marché canadien. Les plateformes et les franchises opèrent sur des marchés, vous me pardonnerez les termes économiques, monopsone et oligopsone, c'est-à-dire que ce sont soit le seul acheteur de travail, Uber possède 80% du marché américain, soit un petit groupe de joueurs au niveau des franchises. RBI possède la franchise Tim Hortons et Burger King. Au Canada, Tim Hortons, c'est 50% des cafés. C'est impressionnant. Alors, la segmentation du marché du travail en fonction du sexe, de la race, de l'âge ou du statut de citoyenneté, immigration, limite encore davantage les options de certains travailleurs. Alors, de notre côté, au niveau économique aussi, les contrats entre les franchises et les plateformes avec leurs travailleurs sont incomplets et l'information n'est pas partagée de manière symétrique. Concrètement, pas de clause d'exclusivité de territoire pour les franchisés. Concrètement, pour les chauffeurs d'Uber, ils n'ont aucune idée de la destination de leurs clients. Ils prennent une course en ne sachant pas si ça va leur apporter 5 ou 30. Ces défaillances du marché, ces deux défaillances combinées au droit de l'entreprise mère de déterminer l'accès au réseau, permettent aux entreprises mères d'agir de façon opportuniste et arbitraire. Alors, donc, pour terminer, nous sommes dans les temps, ce qui est merveilleux. Donc, au bout du compte, qu'est-ce que apporte la théorie relationnelle des contrats? Alors, c'est certain, si on examine l'histoire du droit du travail, la notion de lien de subordination juridique, c'est un peu un ersatz dans la dynamique juridique. Autrement dit, c'est un concept socio-juridique qui a évolué à travers le temps. Nous prétendons que la théorie relationnelle des contrats vient ajouter une profondeur à la vulnérabilité des travailleurs de plateforme et aussi les travailleurs de franchise, certains travailleurs de franchise, je tiens à le préciser. Donc, autrement dit, ces éléments-là qui ne sont pas capturés nécessairement dans toute la plénitude de ce que nous apporte une analyse classique. Donc, la théorie relationnelle nous permet d'aller capturer des nouvelles formes de vulnérabilité dont on pense que la mission même du droit du travail, à laquelle la mission du droit du travail devrait s'intéresser, donc une mission plus protectrice. L'autre point, c'est qu'on se questionne parce que souvent, à travers le monde, il a été promu l'idée de créer une troisième catégorie de travailleurs qui soit à l'intersection entre le travailleur salarié et le travailleur indépendant et que ce travailleur-là bénéficierait de droits je dirais, mitigés, autrement dit, qui ne correspondent pas tout à fait au travail salarié, une protection sociale qui ne correspond pas tout à fait au travail salarié, ni aux travailleurs indépendants. À la lumière de l'analyse que nous faisons, nous ne pensons pas qu'il s'agit d'une solution adéquate compte tenu des formes de vulnérabilité profondes qui existent pour ce type de travailleurs-là. Alors, au final, il y a d'autres éléments. La théorie relationnelle du contrat pourrait aussi nous permettre d'analyser plus en profondeur certaines clauses contractuelles qui sont prévues dans ce contrat. Alors, évidemment, nous avons plusieurs limites à cette recherche, mais voilà, nous sommes heureux de la mettre devant vous et d'attendre vos commentaires. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.